Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live chat Ramsay Général de Santé consacré aujourd'hui au premier jour de bébé. Donc pour répondre à toutes les questions que se posent les jeunes mamans et les jeunes papas aussi, pourquoi pas après tout, sur ce vaste sujet, nous accueillons sur ce plateau Mathilde Noack qui est sage-femme et le docteur Dominique Léronas qui est pédiatre et tous les deux exercent à l'hôpital privé d'Antony. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc vous êtes là pour répondre aux internautes. Du moins pour essayer. Pour essayer, voilà, et à certains d'entre eux, parce qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions, il y en a beaucoup, mais voilà, on va tout de suite prendre la première pour ne pas perdre de temps. Ce sera celle de Anne 16, donc je vous la lis. Bébé est né le 8 janvier, donc un tout petit. Le jour, il dort très bien dans le salon, trop bien, se demande-t-elle. Dès que l'on se couche avec lui dans notre chambre, il hurle toute la nuit et il ne dort que dans nos bras jusqu'au matin. Des cris stridents ponctuent ses pleurs. Parfois, ça peut arriver en journée, mais sur de courtes durées, que faire? Bon, d'abord, c'est bien un bébé normal qui a des rythmes de nouveau-né. Il dort très bien dans la journée. Le soir, il est plus éveillé. Alors, pourquoi les bébés sont plus éveillés le soir? On constate dans la fin de la grossesse que c'est le moment où ils sont libres de bouger. Peut-être garde-t-il ce rythme d'un meilleur éveil le soir. Et puis, quand le bébé est plus éveillé, il réalise qu'il est sorti du ventre de sa maman et ça, il n'apprécie pas du tout. Donc, en fait, les bébés trouvent que c'était mieux avant. Et de temps en temps, ils sont gentils, ils acceptent de dormir. Mais ça, c'est plutôt au milieu de la journée. Donc, un bébé qui pleure le soir, c'est tout à fait habituel. Ça va passer petit à petit. L'important, c'est de trouver le moyen de l'apaiser, de répondre à ses pleurs, parce que lui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Et répondre à ses pleurs, c'est essentiellement le consoler. Voilà. Donc là, sur cette situation, je ne vois que quelque chose d'ordinaire et de fatigant, ce qui veut dire que maman est obligée de se reposer dans la journée pendant qu'il est calme, parce que sinon, la tension familiale va croissante et ça n'arrange rien. Alors, elle ne parle pas seulement de pleurs, elle parle de hurlements, de cris stridents. C'est pareil, ça n'a rien d'inquiétant. Les hurlements correspondent souvent à ce qu'on appelle les coliques, on pourra en parler plus tard, mais ça veut dire que quand un bébé est malheureux, qu'il est tendu, inévitablement, au bout d'un moment, son ventre s'exprime aussi. Donc ça fait qu'il peut avoir du mal à trouver le calme et le repos. D'accord, donc l'apaiser et puis patienter, ça va finir par s'arrêter. Et se reposer quand il en laisse la possibilité. Voilà. Oui. Alors là, il y a deux questions qui se rejoignent. Une d'Éléonore qui voudrait savoir à partir de quand on peut promener bébé dans la rue et quelle est la température idéale pour sa chambre. Et une question de Mélanie qui veut savoir si à la sortie de la maternité, il faut garder le bébé au chaud au domicile ou si on peut déjà le sortir. Elle précise que la naissance est prévue en mars, donc plutôt au beau jour. Et à quel moment peut-on le sortir? Magasin, centre-ville, amis. Donc il y a plusieurs questions. À partir de quel moment on peut le sortir? Les cas où les températures sont un peu extrêmes, comme en ce moment. La température de la chambre et les lieux publics. À partir de quel moment on peut le confronter avec la famille, les amis, etc. Alors, la température de la chambre, on recommande quand même une température inférieure à 20. Il faut bien aérer la chambre au moins une fois par jour. Ça, de toute façon, c'est... Voilà. Même en plein froid comme en ce moment? Même en plein froid, ça fait du bien d'aérer la chambre, au moins une fois par jour. Voilà. Donc mieux privilégier une chambre plutôt fraîche que de toute façon trop chaude. D'accord. Après, les sorties de bébé, il n'a pas besoin de sortir au départ, lui, en fait. Hein. Il est très bien à la maison, il est très bien avec maman. Voilà. Si la maman doit sortir, je pense à toutes les mamans qui ont déjà des autres enfants. Ou si elle a envie. Ou si elle a envie, de toute façon, on peut les sortir. Voilà. Si la maman a envie d'aller acheter son pain parce que ça fait du bien aussi de prendre l'air, oui, on peut le sortir effectivement à ce moment-là. Bien couvrir l'enfant. Même en ce moment. Les températures sont vraiment très très basses. Oui, bien sûr. Oui, même en ce moment. Bien. On le couvre bien, on essaye de le protéger du vent, par exemple. On privilégie les heures quand même les plus agréables dans la journée. Voilà. Mais oui, on peut le sortir. Mais l'enfant, lui, n'en a pas
foncièrement besoin, par contre. Hein. Il ne faut pas se forcer à sortir juste par principe. Voilà. C'est dommage. Il n'y a pas d'obligation ni dans un sens ni dans l'autre. Pas obligation de rester chez soi, pas obligation de sortir. Voilà. Cet enfant, il va vivre aussi avec la famille qu'il a. C'est-à-dire que s'il a des grands frères et des grandes sœurs, et ben, du coup, il va devoir accompagner ses grands frères et ses grandes sœurs à l'école, aux activités, etc. Donc, dans ce cas-là, les enfants, ils sont sortis. Voilà. Si c'est un premier bébé qui n'a pas d'obligation, et ben, surtout par les températures qu'il fait, on peut rester au chaud. C'est très bien aussi. Au chaud avec lui. Et le début de la vie sociale du bébé, alors, à partir de quand on peut l'emmener dans les lieux publics, fréquenter les réunions de famille À cette saison, on fréquente le moins possible parce qu'il y a des virus qui courent partout. Oui, la grippe, notamment. Et que, on est à peine sorti de la bronchiolite, la gastro, c'est pas fini, la grippe est en cours. Donc, le protéger des rencontres, c'est bon pour lui. Voilà. C'est bon pour lui. D'accord. Sachant que s'il a des grands frères et grandes sœurs, il est déjà exposé, donc... Il est plus, voilà. il est plus. Si on peut éviter d'en rajouter en mettant un nouveau-né dans un centre commercial ou dans des transports en commun, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Quant au confort de sortie, il y a quand même un moyen de sortir avec un bébé pour que ce soit confortable pour lui, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. C'est le portage, tous les moyens de portage adaptés. Les écharpes, les porte-bébés ergonomiques. Ça permet de faire une petite bulle de protection et en même temps, il est contre sa maman. Et donc, il échappe aux sollicitations extérieures. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il a le visage pour un tout petit, c'est bien installé, bien entendu. Bien sûr. Alors, vous parliez de bronchiolite, donc justement, la question suivante porte sur ce sujet. C'est une question d'Isabelle et Alexandre. Faustine a eu une bronchiolite sévère à quelques jours de vie. Un de ses grands frères était enrhumé. Par ce grand froid, comment pouvons-nous prévenir cette maladie? Devons-nous continuer à faire les DRP tous les jours, plusieurs fois par jour? Merci encore pour ce très bel accouchement filmé. Oui, Isabelle et Alexandre, on les avait connus. Ce sont des patients, c'est un couple que vous avez suivi? Oui, effectivement. Bon, prévenir la bronchiolite, c'est très simple, c'est prévenir la contamination. Donc effectivement, les frères et sœurs, on ne peut pas les éviter, mais toutes les autres rencontres, on peut les limiter à cette saison, sachant que même un adulte peut contaminer par le virus, le VRS qui donne la bronchiolite. Ceci étant, si Faustine a déjà fait une bronchiolite, ça veut dire qu'elle a des bronches un petit peu réactives et on ne peut pas exclure qu'elle en refasse une autre. Mais je ne suis pas sûr que lui faire une DRP tous les jours soit... Qu'est-ce que c'est DRP alors? C'est la toilette nasale, c'est le rinçage de nez. Ça n'est à faire que si vraiment elle a le nez pris. Donc avec du sérum physiologique, c'est ça? Oui. On ne peut pas non plus avoir la phobie des microbes. On est exposé au risque naturel de la vie. Oui. Après, les grands frères, les grandes sœurs, s'ils sont enrhumés, si on peut leur demander d'éviter un petit peu quand même, pas trop de bisous pendant cette période, c'est compliqué, voilà. Bon, s'ils sont malades, oui, d'accord. Voilà. C'est les règles de base, quoi. Se laver les mains. L'hygiène simple. S'ils peuvent éviter d'éternuer sur le berceau. Voilà, on met la main devant sa bouche quand on tousse. On se lave les mains, etc. Les bonnes habitudes. Oui, mais qu'il faut souvent rappeler. Qu'il faut rappeler. Même aux adultes. Oui, exactement. Alors, question de Julie. Alors, niveau nuit de bébé. Est-ce que le tour de lit est déconseillé au vu des possibles risques de mort subite, comme évoqué dans certains articles sur Internet? Et quelle est la position la plus sécurisée pour coucher bébé? Bon, effectivement, dans les histoires de mort subite, il est déconseillé de mettre dans le voisinage proche de bébé tout ce qui peut être mou, dans quoi il pourrait s'enfouir. Oui. Donc, on évite les tours de lit trop molletonnés, on évite les grosses peluches, on évite les couettes, les oreillers, tout ça, d'accord. Jusqu'à quel âge à peu près? C'est surtout le petit nourrisson, avant 3 à 6 mois. À partir de 6 mois, on peut commencer à introduire les oreillers, les couettes. Il acquiert une certaine autonomie, il acquiert la possibilité aussi de signaler quand il est inconfortable, alors qu'un tout petit ne sait pas réagir. La deuxième partie de la question portait sur... Alors, c'était... elle disait qu'elle avait vu des articles sur Internet qui parlaient de la position et la position la plus sécurisée. La position la plus sécurisée. Très naturellement, quand un bébé est posé sur son côté dorsal, on va dire, on observe dès les premiers jours qu'il reprend sa position fétale. C'est-à-dire qu'il va se tourner préférentiellement d'un côté. Il n'est pas sur le profil, il est de 3/4. Et c'est la position qu'il adopte spontanément. Il n'y a aucune raison valable pour modifier cette position, sauf si le bébé a pris dans l'utérus
une attitude en torticolis qu'il va falloir aider à corriger. Mais un bébé qui n'a pas de faux plis, qui n'a pas de position vicieuse, on le laisse dormir sur le dos, mais qui n'est pas vraiment sur le dos, parce que la grosse tête d'un bébé fait qu'il bascule, que la tête bascule d'un côté. En fait, c'est spontanément un 3/4. Et si c'est un bébé qui a un tonus normal, eh bien, il va alterner sa position. Il sera tantôt d'un côté, tantôt de l'autre côté. Ce que disaient nos grands-mères, un coup à gauche, un coup à droite. Donc, mais pas sur le ventre. Mais le ventre n'a jamais été une position naturelle de sommeil. Le ventre est une position d'exercice. On peut poser un bébé sur le ventre un instant quand il a mal, quand il a un petit peu. Oui, parce que voilà, pour les problèmes de ventre, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'ils seront mieux sur le ventre. Mais transitoirement et sous surveillance. Voilà. Hein. Donc pas pour la nuit entière. C'est pas une position de sommeil favorable. Non. D'accord. Alors, on reste sur le sommeil. Question de Tom. Faut-il garder bébé dans sa chambre ou est-il possible de le laisser seul dans sa chambre dès le départ, dans un lit à barreaux? Alors, on dit que c'est quand même mieux de les garder dans sa chambre, surtout les premières semaines, voilà, quand ils sont tout petits. Ça permet de se caler au mieux sur le rythme de bébé, il est rassuré, souvent les parents aussi. Voilà, mais après, ça va dépendre des parents. Il y a des parents qui vont avoir beaucoup de mal à avoir un nouveau-né à côté d'un nouveau-né qui dort, c'est un nouveau-né qui fait du bruit. C'est très bruyant. Voilà, donc il va falloir apprendre à dormir à côté d'un bébé qui fait du bruit et ces bruits-là ne sont pas forcément des pleurs. Donc ne pas répondre à un bébé qui est en train de dormir et qu'on pense qu'il est réveillé. Ne pas s'angoisser. Voilà, donc ça c'est un compromis que vous devez trouver à 3 et c'est vrai que si vous pouvez le garder les premières semaines avec vous, c'est plus réconfortant pour bébé, souvent pour les parents. Voilà. Mais il n'y a pas de contre-indication à le mettre dans sa chambre si on le sent comme ça. Alors à l'origine, il n'a pas de chambre. Non. Il n'a même pas de lit. Un bébé qui naît ne connaît que le corps de sa mère. Oui. Donc il va lui falloir du temps. Un bébé a besoin d'étapes de transition douce pour gagner un territoire qui au départ est inconnu. Un bébé n'est bien dans son lit que quand il le reconnaît comme son lit, il n'est bien dans sa chambre que quand il le reconnaît comme sa chambre. Donc c'est une adaptation progressive. Voilà. D'accord. Alors, que pensez-vous du cocoon baby pour dormir la nuit? Question d'Élodie. C'est le bandeau là, non, c'est le cocon. C'est comme le petit matelas. C'est tout à fait inutile. Hein, la promotion de puériculture essaye de vendre tout un tas d'objets inutiles. Ah oui, le Coconut Baby a été fait pour les petits prématurés qui ont un tonus insuffisant et ça permet de les posturer pour qu'ils gardent des articulations en bonne position. On a trouvé que quand on met un nouveau-né dans un Coconut Baby, il reprend une position fétale. C'est très confortable, du moins tant qu'il a la taille qui convient, mais il n'est pas raisonnable de le maintenir dans cette position, puisqu'il est sorti maintenant et qu'il est destiné à avoir une liberté de mouvement. Voilà. Donc le Coconut Baby est à mettre, est tout à fait inutile, voire même ça favorise l'aplatissement de la tête. D'accord. Très bien, ça fait un truc de moins à acheter pour un truc de moins à acheter, on fera des économies. Oui. Alors, question d'Amy, est-il obligatoire, dès le retour à domicile, de faire peser son bébé chaque semaine à la PMI ou par une sage-femme? Non, il n'y a rien d'obligatoire. Surtout sur ça. Pour les prématurés, les enfants de petit poids, peut-être? Les tout petits? Oui. Alors, les tout petits vont faire l'objet d'une surveillance plus rapprochée, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il y aura eu les consignes données en maternité. Exactement, si on ne précise rien. Si la maman n'est pas angoissée pour ça, après, si la maman, c'est important pour elle de voir le chiffre et de se rassurer sur l'alimentation et la croissance de son enfant, pourquoi pas? Les PMI sont très bien, il faut prendre un rendez-vous, il faut les contacter ou les sages-femmes libérales. Si la maman est tout à fait rassurée sur le développement de son enfant, il y a une visite dans le premier mois du pédiatre à faire et ça suffira largement. Et c'est le pédiatre qui, à ce moment-là, fixera la règle pour les semaines à venir. Voilà, exactement. Alors, à partir de combien de mois peut-on aller à la piscine avec un bébé? C'est une question d'Aude. Pas trop. Les bébés nageurs, c'est pas avant 4 mois. Et c'est même bien d'attendre un petit peu plus. Parce qu'il faut que le bébé ait des moments d'éveil, qu'il communique déjà avec l'environnement, pour que ce soit ludique. Donc vous diriez pas que ce soit une situation 6-9 mois? Oh, moi je dirais après 6 mois. Ouais. Si c'est un bébé bien éveillé, après 6 mois. Faut-il demander aux personnes venant rendre visite à la maman et au bébé à la maternité s'ils ont bien un vaccin contre la coqueluche? Question de Julie. Ça c'est difficile de demander le carnet de vaccination de tous les visiteurs. Ça ne serait pas une mauvaise idée finalement pour faire le point, mais là ça met l'accent sur le risque de la coqueluche chez les tout petits nourrissons. Il y a une épidémie de coqueluche en ce moment-là, il y a une recrudescence.
il y a une recrudescence. Alors, en ce moment, je ne sais pas ce que ça veut dire. On s'en méfie surtout vis-à-vis des tout petits nourrissons ou chez qui elle peut être dangereuse. Donc, on préconise de mettre à jour les vaccinations des parents et des jeunes adultes à proximité d'un bébé. Donc la nounou qui va le garder peut-être Ah bien sûr. Voilà. De toute façon, les nounous sont soumises à, bien sûr, à des règles vaccinales très strictes. Mais oui, voilà, après, dès que quelqu'un l'approche, c'est compliqué de demander des certificats de vaccination. C'est difficile de demander à tout l'entourage. Mais bon, ça veut dire que cette maman a le souci de cette maladie. Alors, il ne faut pas en faire une obsession, mais c'est bien d'être prudent. En revanche, si quelqu'un tousse, voilà, on l'évite, bien évidemment. On se tient à distance avec le bébé. Alors, la fille de Rachel, donc c'est l'internaute, a perdu son cordon à 9 jours de vie. Actuellement, elle a 2 semaines. Est-ce que c'est normal que ça saignote toujours? À chaque change, du sang sec, c'est pas facile à dire, du sang sec est présent. Elle le nettoie et désinfecte, mais voilà. Toujours, ça saigne toujours un petit peu. C'est comme une croûte, c'est comme un bobo d'enfant qui cicatrise progressivement. Hein, puis ça reste dans une région parfois un peu humide avec la couche, donc il faut faire des petits soins et ça va cicatriser. Mais 2 semaines et c'est saignement, c'est encore très tôt. On est très bien. Voilà. Oui, ça peut continuer encore un peu. Alors, Laurent voudrait connaître le produit adapté pour la prévention de l'érythème fessier du nourrisson. Produit miraculeux. C'est très facile, l'effet salaire. Oui. Il part vivre au tropique, sous-tropique. Pas de couche, pas de couche, pas de fesses abîmées. Oui, parce que c'est le frottement de la couche qui crée... C'est l'occlusion et le frottement. Voilà, c'est simple. Et sinon, des crèmes... Donc, il n'y a pas de produit miracle. Chaque pédiatre, chaque dermato a la meilleure crème. Les crèmes, les huiles... Les pauvres parents finissent par en avoir toute une collection. Donc, avec leur cocoon baby. En dehors du change fréquent, pensez que les urines sont aussi agressives que les selles. Donc en dehors des changes fréquents, il n'y a pas tellement d'autres remèdes. Ça fait partie des petits désagréments de la vie de nouveau-né. Voilà. Mais qui peuvent être évités. Il y a des bébés qui n'ont jamais les fesses abîmées. Alors Marion a un bébé qui a eu pas mal de coliques à 1 semaine. Elle lui donne du calmosine suite à l'avis de sa sage-femme. Mais depuis 2 jours, le bébé régurgite son lait qui passait très bien jusqu'à maintenant. Que peut-on faire pour soulager le bébé de ces désagréments? Alors là, on est dans un monde, le nœud de la puériculture des premières semaines. Les coliques, pour commencer, les coliques, c'est quoi? C'est un inconfort dû aux gaz qui sont dans l'intestin. Alors, tous les bébés ont des gaz dans l'intestin. Certains s'en plaignent très peu, d'autres s'en plaignent beaucoup. Ça veut donc dire que ce n'est pas que la notion de gaz qui est à mettre en cause, c'est le ressenti. Le ressenti du ventre, à tous les âges de la vie, il est quand même lié à l'inquiétude que l'on ressent quand on a mal au ventre. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc plus on peut mettre de tranquillité, de détente autour d'un bébé, de détente du bébé, mais de détente des parents, plus une maman sait se reposer, plus elle est dans un rythme tranquille, plus elle va absorber l'inconfort de son bébé et plus celui-ci se sentira moins dérangé, on va dire, mieux il supportera cette sensation de gaz digestif. Alors, les biberons anticoliques, je n'y crois pas du tout, parce qu'en l'occurrence, ces bulles-là, ce n'est pas les mêmes. Donc ce sont des tétines spéciales, c'est ça? Rien à voir. Les bulles intestinales, les gaz intestinaux sont fabriqués par les bactéries intestinales. Donc la prise de biberon n'a vraiment rien à voir. On sait très bien que certains bébés ont du mal à transformer le lactose, qui est le sucre du lait, aussi bien maternel que autre. On peut proposer des fois des petits remèdes, la calmosine en est un, pour atténuer... La calmosine, c'est une petite tisane, c'est ça en fait, hein, ça à base de plantes. C'est des plantes, voilà. Donc c'est dans tous les cas pas toxique. Ça fait pas de mal. Voilà. C'est pas nuisible. Il y a des laits anticoliques pour les bébés qui sont au biberon. On sait très bien à l'heure actuelle l'intérêt des prébiotiques et des probiotiques pour aménager justement le microbiote, les bactéries intestinales, diminuer la production de gaz. Bon, ça, on peut jouer là-dessus. Mais le maître mot dans les coliques, c'est l'apaisement familial. Pas de stress. L'apaisement familial. Les petits massages, masser le ventre, jouer un peu. Bien sûr. Mais les massages, et pas seulement du ventre, tout ce qui apporte de la détente. Du contact. Voilà, si vraiment c'est un vrai souci, les ostéopathes qui peuvent aller débloquer des tensions
qui sont en rapport avec l'irritation digestive. Alors justement, la question de Sonia est assez intéressante parce qu'elle dit comment faire la différence entre les pleurs de colique et les pleurs juste parce que le bébé veut du réconfort. Elle dit que dans son entourage, beaucoup de jeunes mamans ne parlent que de colique quand elle ne voit que des pleurs quand son bébé se manifeste. C'est un réflexe, il pleure, il a mal au ventre. Oui. C'est ce qu'on déclare, c'est pas forcément faux, mais très vite on fait le raccourci, il pleure donc il a mal au ventre. De toute façon, le remède, ça va être à peu près la même chose, le réconfort. Voilà, c'est-à-dire que le porter, le bercer, lui parler, être là. Qu'il ait mal au ventre ou pas, ça va être à peu près la même chose. Voilà. Alors, on reste sur ce sujet avec Sonia, qui voudrait savoir ce que vous pensez des boissons d'allaitement et des remèdes pour les coliques, type calmosine, eau de chaux. Pour son premier, elle dit qu'elle n'a rien pris de tout ça et que tout s'est bien passé, mais elle a l'impression que la tendance est à la surconsommation, ou bien alors est-ce que c'est juste les bébés qui sont différents? Les bébés, ils sont les bébés sont tous différents. De toute façon. Mais ils ont pas... Parce que c'est vrai que c'est plus ou moins... Il y a des thèmes plus ou moins à la mode, et c'est vrai que les coliques, c'est un peu à la mode. On a l'impression que tous les bébés ont des coliques, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Alors, est-ce que les bébés ont changé ou est-ce que c'est juste qu'on interprète tous les pleurs comme étant des pleurs de coliques? C'est surtout ça. Vous savez qu'en médecine adulte, les douleurs abdominales sont aussi très fréquentes. C'est très fréquent, les adultes. Les troubles du transit et de abdominal, mais c'est un phénomène de société. Mais beaucoup lié au stress d'ailleurs. Absolument, au mode de vie, au rythme de vie. Parce que stress, c'est un mot un peu passe-partout. C'est très large, oui. Mais c'est lié au fait qu'on ne s'accorde pas suffisamment de temps, pas suffisamment de détente. Une jeune maman, elle a l'impression qu'elle a une mission impossible à accomplir pour sa vie toujours. Et c'est en ce sens que moi, je préviens toujours avant la naissance que la vie avec un bébé ne sera pas du tout la vie d'avant avec le bébé en plus. C'est pas possible. Le bébé est une activité apparente. À 100%, c'est un contrat total au départ. Et ça, les mamans s'y attendent pas. Donc, résiliable. Mais oui, mais elles sont vite débordées parce qu'elles veulent trop en faire. Alors que dans un premier temps, c'est le nid, le cocon. Donc tout le monde se détend. Tout le monde se détend. Et après, l'eau de chaux, la calmosine, pourquoi pas? Tous les petits moyens peuvent apporter un soulagement, bien sûr. Alors, question peut-être plutôt pour la sage-femme de Sarah. Les cours de préparation à la naissance sont-ils utiles? Oui. Oui, d'autant plus si on en ressent le besoin, etc. Oui, c'est mieux d'arriver à un moment comme ça en étant plutôt préparé, en ayant eu beaucoup de réponses à toutes les questions qui peuvent venir pendant la grossesse. Oui, on se rend compte que le moment de l'accouchement lui-même est un sacré événement dans une vie, donc si on peut y être préparé, c'est mieux. Et il y a plein de préparations différentes, donc on peut chacune trouver le moyen qui nous convient. On trouve forcément quelque chose qui est fait pour nous. Mais alors, d'autant plus pour un premier bébé, mais même pour un deuxième et un troisième, on n'accouche jamais de la même manière, les grossesses sont toujours différentes, donc nous on préconise quand même pour chaque maman d'avoir un temps pour cette grossesse-là et pour se préparer à l'arrivée du bébé. D'accord. Alors, une question maintenant de Ornella Thomas. Bonjour, je suis enceinte de bientôt 8 mois et j'aimerais savoir s'il y avait autre chose que la péridurale. Étant alitée, je n'ai pas pu suivre les cours de préparation et je voudrais un accouchement le plus naturel possible. Donc, est-ce qu'il y a une alternative peut-être plus naturelle à la péridurale? Alors, il n'y aura jamais quelque chose autant qu'une péridurale pour supprimer la douleur, mais oui, on peut accoucher autrement qu'avec la péridurale, oui. Alors, si elle peut se préparer, c'est mieux. Alors, je crois qu'elle est alitée, c'est ça? Oui, elle ne l'est peut-être plus, mais elle l'a été pendant une partie de sa grossesse. Parce que sinon, il y a les sages-femmes libérales qui peuvent intervenir à la maison et qui peuvent la préparer à la maison. Et on a d'autres alternatives que la péridurale. Il y a de la sophrologie qu'on peut faire. Alors, l'autonomie, elle est en fin de grossesse, ça va être trop tard, mais pour les jeunes futures mamans qui nous écouteraient, l'autonomie se démarre plus tôt, mais sinon il y a de la sophrologie, il y a de la piscine, il y a du chant prénatal, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment aider pour traverser cette période du travail en ayant des outils avec soi. La présence du papa, si le papa peut se préparer en même temps que la maman et venir en aide à sa compagne, c'est très bien aussi. Voilà. Donc il y a plein d'alternatives, oui, pas forcément aussi efficaces entre guillemets pour pas la même supprimer la douleur. Mais du coup c'est pas une volonté de supprimer la douleur, c'est juste d'accompagner cette phase-là du travail et de la vivre pleinement comme ça. Voilà. D'accord. Alors on revient au problème de ventre avec Anonyme. Mon fils né le 12 janvier dernier a l'air constipé. Il pousse mais n'arrive pas à aller à la selle depuis 2 jours. J'ai beau le masser ou lui plier les jambes, rien n'y fait. Comment puis-je l'aider?
On ne sait pas si elle allait ou pas, par contre. Apparemment, elle n'allait pas. Elle ne le précise pas. Non. Donc, Bon, avec l'allaitement, il n'y a pas de constipation, mais il arrive parfois, pas tout à fait au début, mais après 2-3 semaines, que certains bébés retiennent leur selle pendant plusieurs jours. Voilà. Ils continuent de téter, très bien, ils ont l'air de ne pas être malheureux. De temps en temps, ça gargouille un petit peu quand même. Et on connaît des bébés qui ont comme ça une selle tous les 3 jours, voire toutes les semaines, avec un allaitement qui marche bien. Bon, ça, c'est un phénomène un peu particulier. Si c'est un bébé qui est au biberon, il est intéressant de voir s'il ne peut pas avoir un lait qui facilite le transit. Hein, il y a plusieurs catégories de lait qui favorisent le transit, en sachant très bien qu'effectivement, certains bébés sont constipés sous un lait premier âge standard. D'accord. Alors, future maman voudrait savoir si on peut utiliser un tire-lait dès le début pour que le papa puisse donner le biberon avec du lait maternel. Alors, je dirais dès le début, je trouve ça dommage. Mieux vaut mettre en place l'allaitement déjà et voir après comment on peut faire participer le papa. Mais d'abord, il faut mettre en place l'allaitement maternel. On attend que ce soit un peu rodé. Oui, voilà. D'accord. Ouais, voilà. Bon, moi, je dis toujours qu'un papa peut trouver sa place dans autre chose que l'allaitement. Les hommes ont 2 impossibilités, c'est porter un bébé dans le ventre et le nourrir de leur sein. Mais ils peuvent faire tout le reste. Voilà. Il peut changer les couches. Voilà. Il peut changer, il peut donner les bains, il peut porter, il peut faire plein de choses. Voilà. Il y a vraiment moyen de s'investir en sachant que de toute façon un allaitement c'est un temps très limité de la vie et que le papa aura encore bien d'autres occasions de participer, que ce soit les acrobaties ou les parties de foot. Alors, vous parliez de l'allaitement qui a parfois un petit peu de mal à se mettre en place. Donc là, c'est le cas avec Cécile. Cécile, donc, qui explique « Mon fils de 15 jours est capable de téter efficacement le sein pendant 1 heure, voire plus. Dois-je l'enlever plus tôt, lui donner une tétine, passer au biberon de lait tiré? Il dort également très peu, environ 12 heures, seulement 3-4 heures la journée. Comment l'aider à dormir plus ?» Alors là, il a quel âge? Il a 15 jours. 15 jours. Il est tout petit. Bon. Moi, je prendrais un conseil auprès d'une sage-femme pour voir comment se passe l'allaitement. Ça vous paraît long? En fait, je ne suis pas sûre que la tétée soit vraiment efficace pendant 1 heure. Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais en fait, sur ce temps-là, il va vraiment se nourrir pendant 15-20 minutes. Il faudrait qu'elle observe la tétée et qu'elle écoute s'il déglutit, etc. Le mieux, ce serait qu'il y a beaucoup de sages-femmes et il y a aussi des conseillères en lactation qui pourraient observer déjà les tétées et voir la partie réellement efficace et la partie succion, plaisir, en fait. Voilà. Oui, il s'en sert comme tétine. Il arrive qu'à cette période-là, il y a une chute de la lactation, justement liée à la fatigue. C'est le contre-coup. Et un bébé qui a ce scénario, j'aurais tendance à penser qu'il n'a peut-être pas suffisamment de lait. Et ça peut être lié au fait qu'il dorme peu. Il a peut-être faim. Il réclame. Oui, c'est ça. Il dort peu parce qu'il a faim. Il ne se décroche pas. Voilà, donc qu'elle prenne conseil auprès des sages-femmes. Oui, ça c'est bien. Oui. Alors, question de Steph. Bonjour, mon fils de 3 semaines régurgite et a mal au ventre après son biberon. Donc, elle précise qu'elle lui donne du Gallia Calisma 1. Il pleure pendant presque 1 heure après chaque biberon. Que pensez-vous du lait épaissi dont m'a parlé le pédiatre, sachant que mon fils prend des biberons de 90 ml en 15 minutes max, malgré des tétines nourrissons? Alors, c'est une grande préoccupation, les rejets et les régurgitations, et aussitôt on parle de reflux gastro-œsophagien, qui est la seule vraie pathologie, la pathologie de reflux. Il est naturel qu'un bébé déborde. De tout temps, on a mis des bavoirs au bébé parce qu'on sait qu'un ventre plein de liquide, si on le bouge, ça a tendance à remonter. Il faut se rappeler que le volume, ce bébé qui boit 90 ml, là, à l'âge qu'il a, c'est l'équivalent pour un adulte de 1 litre à 1,5 litre à boire en un quart d'heure. Or, il est évident que pour un adulte, 1,5 litre de lait dans l'estomac, ça aura tendance à remonter. C'est un peu une évidence. Il y a des chances, oui. Voilà. Donc, qu'un bébé déborde, c'est naturel, on essuie, on met un bavoir. Qu'un bébé souffre quand il a des remontées, ça peut vouloir dire qu'il y a une irritation de l'œsophage. Parce que là, il pleure 1 heure, donc c'est qu'il y a... Voilà, il est inconfortable après le repas. Et il est intéressant de se demander s'il n'y a pas un peu d'irritation.
Le premier temps du traitement est effectivement d'utiliser un lait dit anti-régurgitation qui remontera moins facilement. Voilà, il contient un épaississant, il restera plus dans l'estomac, puis voir après s'il y a besoin d'un autre traitement. Est-ce qu'il boit trop ou trop vite? Apparemment, bon, si c'est 15 minutes, ça ne me paraît pas extrêmement rapide, c'est plutôt bien. Elle peut faire des pauses après, c'est-à-dire qu'elle peut essayer de voir s'il accepterait de couper le biberon quelques secondes, arrêter quelques secondes pour reprendre, pour le faire... Sans qu'il s'énerve. Voilà, c'est s'il accepte. Voilà. Voilà. Ça peut être à tester, voilà. Je ne dirais pas qu'il est malade, mais je dirais que je suivrai cette histoire-là. Et j'essaierai déjà le lait anti-régurgitation, je suis d'accord. Alors, question de Estelle et Loïs. Bonjour, mon bébé de 13 jours fait 7-8 tétées par jour, de 25 minutes chacune. J'ai du lait, mais j'ai l'impression qu'il a toujours faim, car quand je le pose 20 ou 30 minutes plus tard, il nous réclame à nouveau et il retète 5 à 10 minutes. A-t-il encore faim ou juste besoin de réconfort? 7-8 tétées par 24 heures, c'est bien. Il a tout compris, cet enfant. Il demande un petit dessert. Voilà. Donc c'est pas plaisir à la fin. C'est pas étonnant que 10 minutes après une tétée... Il lui manquait quelques minutes. Il trouve ça très bon. Et pour s'apaiser tout à fait, il en demande un petit coup. Il a raison. 5-10 minutes. Donc tout est... C'est du réconfort. Tout est normal. Tout va bien. Bravo. Alors, Adèle, c'est un autre cas de figure. C'est le bébé qui ne réclame jamais. Est-ce qu'il faut le réveiller? Il y a quel âge? Elle ne le précise pas. Moi, je trouve toujours ça curieux de réveiller quelqu'un pour lui donner à manger. Tous les gourmands savent très bien qu'il y a des moments pour manger, des moments pour dormir. Et on sait pertinemment, parce que des fois en maternité, c'est une prescription qui me paraît toujours insolite, un bébé qui est tiré de son sommeil ne t'aide pas bien. Il n'est pas motivé du tout. Donc il vaut mieux guetter les moments où il est dans un sommeil léger et il est en transition entre deux cycles de sommeil. À ce moment-là, si on le prend, il va finir de se réveiller et il va chercher à manger. Et qu'elle en profite, elle, pour se reposer. Elle a la chance d'avoir un bébé qui dort. Surtout, qu'elle ne le dise pas trop fort, elle va se faire lyncher. Alors celle d'après peut bien se faire lyncher aussi. Aoline, qui dit que sa fille de 3 semaines dort beaucoup, environ 20 heures par jour, et ne prend que 4 biberons de 70 ml la nuit et 90 à 120 ml le jour. Est-ce que c'est normal, sachant qu'elle ne perd pas de poids, mais qu'elle n'en prend pas non plus? Donc gros dormeur, petit mangeur. Bon. Petit mangeur, non. 20 jours, c'est ça? Elle a 3 semaines. 3 semaines. Elle dort 20 heures par jour, elle prend 4 biberons, 70 la nuit et 90 à 120 le jour. 120, c'est beaucoup. 120, c'est beaucoup. 120, elle doit avoir l'estomac distendu. 4 repas à cet âge-là, c'est quand même pas beaucoup. Certains bébés se mettent à 5 repas à la fin du premier mois. Moi, j'essaierais de voir si elle ne peut pas boire un petit peu moins en quantité et peut-être une fois de plus sur les 24 heures. D'accord. Bon, je ne suis pas particulièrement inquiet puisqu'elle n'a pas l'air malheureuse. Non. Le fait qu'elle ne prenne pas de poids. Elle ne fait que 4 repas. À un âge où d'ordinaire on en fait 6 à 8. Donc elle est stable, c'est mis en service minimum. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dort beaucoup. C'est pour ça qu'elle dort beaucoup. Alors, Angélique voudrait savoir si pour les repas de bébé, il faut encore stériliser les biberons dans les premiers mois de vie. Sûr. Il faut bien les laver. Donc pas de stérilisateur. Non. Pas de cocoon baby. On va faire des économies. Et ça a des gains de place aussi. Il faut d'abord les nettoyer. Voilà, déjà. Et les entreposer dans un endroit propre. Parce que stériliser un biberon sale, ça ne sert à rien. Donc on s'en est bien aperçu. Donc non, faites l'économie de cette étape-là. Et lavez bien les biberons et mettez-les dans un endroit propre. Voilà. Donc on les lave quoi? Produits vaisselle, savon, eau chaude, les petits goupillons pour bien nettoyer les tétines, etc. Enlever toutes les parties du biberon, pour bien nettoyer l'intérieur. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Le lave-vaisselle de temps en temps, ça peut le lave-vaisselle aussi. Alors il y a des biberons, selon les qualités des biberons, des fois le plastique finit par ne plus aimer trop l'eau trop chaude. Voilà, donc veillez à vraiment la qualité du plastique du biberon.
C'est pour ça que les biberons en verre supportaient complètement les lavages intensifs. Mais sinon, voilà, juste vigilance sur la qualité du plastique quand on les utilise fréquemment et qu'on les met en contact de l'eau très chaude. L'idéal, c'est biberon en verre à la maison, biberon en plastique pour le déplacement. On ne vit pas dans un monde stérile. Les bébés rencontrent les microbes dès la naissance et c'est bien. Et on le sait. Ils sont allaités de toute façon. Et on le sait de mieux en mieux. À l'heure actuelle, on est justement en train de lutter contre l'excès d'hygiène qui est en partie à l'origine de toutes les maladies allergiques. Hein. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on est plutôt, les pédiatres sont plutôt en train de plaider pour vivre salement, sans excès. Mais, non, mais les règles d'hygiène de base, ça suffit largement. Le stérilisateur à biberon aurait dû disparaître il y a déjà plus de 50 ans. Mais... Les magasins de puriculture vont vous adorer. C'est une survivance. Non, il y a beaucoup de choses utiles, d'autres qui sont inutiles. Alors, par exemple, conseillez-vous l'emmaillotage la nuit? Est-ce que ça, c'est utile, emmailloter ou Pourquoi pas? la nuit? Oui, c'est vrai que ça peut se faire tout le temps. L'emmaillotage est culturel dans certains pays. Ça ne l'est plus chez nous, mais ça l'a été plus ou moins il y a 2-3 générations. Emmaillotage, si on les enroule... C'est saucissonner un bébé et immobiliser les bras un peu serré, et les jambes, un peu serré. Alors, ça peut rendre service aux bébés qui ont une grande réactivité motrice, qui sursautent beaucoup. Qui sont nerveux. Qui sont dans l'inconfort à cause de ça. Donc, c'est un moyen de redonner à un bébé un peu de contenance et de détente. Mais sinon, ça n'a pas forcément lieu d'être. Il n'y a pas lieu de le faire systématiquement. Moi, il faut être un peu guidé pour savoir le faire. C'est-à-dire que dans les familles où ça se pratique, c'est très bien. En général, les grands-mères apprennent et ça, c'est très bien. Une maman qui n'a jamais vu ça, n'allez pas vous embarquer à emmailloter votre enfant et le rendre inconfortable. Soyez guidé par une puéricultrice, une sage-femme, votre pédiatre qui peut vous le montrer, pourquoi pas. Si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous avez envie de le faire, pourquoi pas. Et surtout, il n'y a pas, encore les magasins de périculture, il n'y a pas besoin d'une couverture d'emmaillotage. Un linge peut servir de façon très simple. Alors, l'usage de la tétine peut-il devenir une mauvaise habitude? Question anonyme. La réponse est... Grand débat de la tétine. La réponse est oui. Oui, ça peut être une mauvaise habitude. Bien sûr. Après, c'est compliqué, la tétine. Quand on n'arrive pas à la retirer, c'est ça. La tétine... On la tête, ça fait plaisir. C'est le premier plaisir, le plaisir par la bouche. Le bébé va en découvrir d'autres après en grandissant. C'est le premier plaisir. Donc, téter fait plaisir. Si on lui donne la tétine, il est content. Si on lui laisse, il en devient dépendant. C'est le même effet que la cigarette. Et il va devenir accro à la tétine parce que le plaisir engendre le besoin, etc. Et donc, on a ces gamins qui ont 4-5 ans qui sont constamment la tétine dans le bec parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Alors, ne les conditionnons pas. Réservons la tétine à des moments de crise. Il vaut mieux lui mettre la tétine que le passer par la fenêtre. C'est-à-dire quand il hurle, qu'on n'arrive pas à le calmer. Quand on se sent débordé, quand on n'y arrive plus, qu'on n'a plus la patience. Si la tétine apaise le bébé, ça apaise tout le monde, ça détend, d'accord. Voilà. Mais il faut savoir la retirer et retrouver d'autres solutions après, pour que ce soit très ponctuel. On ne les laisse pas devenir accros. Et on n'a pas besoin d'arriver à la maternité avec 3 tétines. Oui. Encore une chose à ne pas acheter. Alors, faut-il chauffer les biberons ou les donner à température ambiante? Question d'anonymat. Chauffe biberon maintenant, alors est-ce que c'est utile ou pas? On peut les donner à température ambiante. Oui. L'eau, la bouteille d'eau minérale peut être laissée sortie à température ambiante. Même en ce moment où il fait très froid. Dans les appartements et dans les maisons, il fait pas très froid. Donc, ceci étant, c'est ce qu'on dit toujours, mais ceci étant, il y a chauffer, des parents qui constatent que le bébé prend mieux si le biberon est un peu tiédi. Pour la digestion, des fois, c'est un peu plus confortable. Il faut se rappeler que le lait maternel, il est aux alentours de 36 degrés. Donc c'est tiède, c'est pas très chaud. Le problème, c'est après pour les déplacements. S'il est habitué à boire chaud, ça devient compliqué. En été, un bébé prendra facilement un biberon à température ambiante. Quand il fait très froid, s'il est un peu tiédi, peut-être que c'est plus confortable. On va dire ça comme ça. C'est selon ses goûts à lui, en fait. S'il l'aime à température ambiante... Il faut que les parents sachent tester aussi. Ils essayent la température ambiante, si ça lui plaît, pourquoi pas. Alors, Sylvie a une petite de 15 jours qui a du mal à faire ses rots. Y a-t-il une méthode efficace?
Alors, l'euro, déjà, c'est pas obligatoire tout de suite. Faut savoir les repérer aussi. Après, les porter, voilà, debout, tapoter un petit peu, attendre. Voilà. Est-ce qu'elle en souffre? Voilà. La première question, c'est est-ce qu'elle en souffre? Est-ce qu'il y a besoin? Peut-être qu'elle en souffre, peut-être que le bébé en souffre, elle ne le précise pas. Alors, on va dire qu'elle a déjà de la chance, parce que si elle a du mal à rôter, elle n'aura pas de régurgitation. Voilà. D'accord. C'est qu'elle a un estomac qui est bien en bonne position. D'accord. Mais l'euro n'est pas obligatoire. On peut les recoucher après un biberon. S'ils sont confortables, voilà. Et puis des fois, c'est à distance en plus. C'est-à-dire qu'on se rend compte en reprenant son enfant pour autre chose, hop, il y a un roux qui vient. Voilà, c'est tout. Alors derrière le roux, on va dire qu'il y a des parents qui sont effrayés, qui se disent si mon bébé n'a pas fait son roux, je vais le coucher, il va faire son roux, il va rejeter, il risque de s'étouffer. Non, c'est pas vrai. Les bébés ne s'étouffent pas en régurgitant, sinon on aurait des milliers de morts, parce que ça arrive très très fréquemment qu'un bébé régurgite dans son sommeil. Bon. On retrouve une trace sur le petit linge à côté de la tête, on dit tiens, il a recraché, et ça se passe très bien. Donc c'est ça, hein, l'angoisse du roux, c'est ça. Donc n'ayez pas d'inquiétude, madame. Si votre petite fille ne fait pas son roux, elle le fera peut-être plus tard ou elle ne le fera pas du tout. D'accord, mais rien de dramatique. Ce n'est pas un problème. Alors Gaëlle vient d'acheter un matelas déjà rehaussé pour problème de régurgitation avec cale-bébé intégré qui s'enlève si besoin. Et des sages-femmes étudiantes lui ont dit que ce n'était pas indiqué pour tout le temps. Qu'en pensez-vous? C'est surtout une installation extrêmement compliquée qu'on utilisait dans les services de pédiatrie il y a quelques dizaines d'années, qu'on a abandonné parce que c'est trop complexe. À domicile, c'est voire même dangereux parce que ça demande une installation avec un harnais, etc. C'est le dernier temps du traitement anti-reflux avant la chirurgie. D'accord. Bon, donc on est dans une situation pas banale du tout. Si c'est un bébé qui a des régurgitations, il y a un traitement médical qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que cette installation-là. Oui, qui est un peu extrême peut-être pour du domicile. Tout à fait. Alors, comment augmenter sa production de lait pour faire des réserves avant de reprendre le travail? Les tisanes sont-elles efficaces? Si oui, combien par jour? Question de Anne. Oui, les tisanes, elles sont efficaces. On en a maintenant avec plein de goûts différents d'ailleurs. Donc, les mamans sont plus obligées d'avoir juste la tisane. Voilà, c'est ça. On en a plein de goûts différents. La tisane pastis. C'est ça, qu'on n'aime pas forcément. Oui, c'est assez efficace. Après, est-ce qu'il y a d'autres astuces pour augmenter tirer son lait d'une façon ou d'une autre, manuellement ou avec un tire-lait, quel qu'il soit. Plus on tête, plus on stimule, plus il y en a. Une maman qui a une bonne lactation, elle peut aussi recueillir le lait qui coule de l'autre sein quand le bébé est tête d'un côté, puisque la tétée fait couler l'autre sein, donc on peut le recueillir comme ça aussi, passivement. Et là, une fois que la lactation est bien en place, effectivement, là, on peut faire tirer son lait et puis on peut le congeler pour le garder. Apparemment, c'est une maman qui va reprendre le travail, donc on peut le garder comme ça. Et ça se garde au congélateur. Ça se garde au congélateur et comme ça, on peut, par exemple, il y a des mamans qui arrivent avec leur biberon à la crèche et pour que l'enfant continue d'avoir le propre lait de la maman à la crèche, par exemple. Pour un sevrage plus en douceur. Exactement. Alors, Tatiana vous demande si elle peut continuer à mettre de la crème sur les seins pendant l'allaitement. Quelle crème? C'est ce que j'avais réflexe. Quelle crème? Oui. Ouais, je suppose que si c'est une crème pour, je sais pas, pour les crevasses ou c'est une crème anti-vergeture peut-être. Ou alors est-ce que c'est sa crème de soin, sa crème hydratante, sa crème parfumée, je sais pas. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est une crème cosmétique. Une crème cosmétique, si le bébé absorbe quelque chose, une crème cosmétique, je me méfierais, peut-être à tort. Les crèmes qu'on donne pour soigner les mamelons, les crevasses, ça c'est absolument pas toxique. Si le bébé en avale, ça va lui faire aucun mal. C'est pas grave. Voilà. Alors, les ondes des téléphones portables sont-elles néfastes pour les bébés? Question de Lilou. Elle a raison, Lilou. Oui. C'est néfaste pour tout le monde. C'est néfaste. Alors, les ondes qui sont une agression physique on le sait, d'autant plus néfastes que les cellules sont jeunes et en renouvellement. Donc c'est surtout néfaste pour l'embryon et le fœtus. Donc pour la femme enceinte. Pour la femme enceinte. Et puis le nouveau-né est aussi un être en développement rapide, donc il y a des cellules qui sont plus réceptives aussi. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les recommandations, c'est
pas de Wi-Fi, pas de téléphone portable à proximité du bébé. D'accord. Alors, est-il nécessaire de baigner tous les jours son bébé? Question de Mélanie, lui faire prendre un bain. Alors, le nécessaire, non, c'est comme le côté obligatoire. Après, c'est des moments qui sont très sympas, en fait, à partager. Alors là, on parlait du papa tout à l'heure, c'est un moment qui peut être agréable avec le papa ou avec les grands frères et les grandes sœurs. Donc, dans cette visée-là, c'est plutôt bien. Nécessaire ou obligatoire, non. Voilà. Non, on n'a pas besoin de le laver, ça peut être juste un bain détente, un bain plaisir. Voilà. C'est ça. Voilà. Parce que ce qu'on dit maintenant dans le monde pédiatrique, c'est trop de bains, trop de savon, comme on a fait à une époque, ça abîme la peau des tout petits. Et alors on les récure pour mettre de la crème après. Donc la meilleure solution, c'est la protection naturelle de la peau sans la retirer. Donc des bains en fonction des conditions que Mathilde vient d'énoncer, pas forcément quotidien si on n'a pas le temps. Et avec un savonnage très prudent. Voilà. Il ne faut pas culpabiliser si un jour on n'a pas le temps de faire un bain. Voilà. Il faut se rassurer là-dessus et on en fait un si on a envie. Puis quand il fait froid, c'est pas la meilleure période. On verra ça cet été. Oui. Alors là, on a deux questions sur le thème du transat. Donc, question de Tani. Combien de temps bébé peut-il rester dans un transat? Et s'il s'endort, faut-il le mettre dans son lit ou bien peut-on le laisser dormir dans le transat? Et question de Lalou, recommandez-vous de poser un bébé dans un transat pour des siestes, sachant que sa fille fait des siestes en journée de 2 à 3 heures? Quelle chance. C'est bien. Alors, il faut regarder comment est ce bébé dans le transat. Parce qu'un bébé des premiers mois a un dos tout mou, il n'y a pas de tonus au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, assez fréquemment, on retrouve ce bébé un petit peu tassé dans le transat. On le sait parce que nous autres adultes, quand on s'endort assis, on se retrouve dans cette position et c'est pas très confortable. C'est pas très agréable en général. Voilà. Un bébé de plus de 6 mois qui commence à mieux se tenir assis va être plus à l'aise dans le transat. Je pense que l'observation nous dira si c'est confortable ou pas. D'accord. Alors, Anonyme vous demande pourquoi le BCG, qui n'est plus obligatoire, est-il recommandé en Île-de-France malgré les effets secondaires? Alors, on ne reviendra pas sur les effets secondaires. L'Île-de-France est une région à fort mouvement de population. Le BCG est recommandé dans les secteurs où il pourrait y avoir passage de migrants de pays à forte prévalence de tuberculose. D'accord. Ça court pas les rues, c'est certainement, de mon point de vue, une précaution excessive. Il faut voir les conditions de vie, il faut voir les fréquentations en classe, le milieu, le quartier. Je pense qu'on est, de ce point de vue, d'une prudence excessive. Pour certains cas, peut-être, ça peut se justifier, mais voilà. D'accord. Alors, on a deux questions maintenant sur le papa, dont on a peu parlé. Donc, question d'Ange Gardien. Je laisse parler du papa. Quelle est la place du papa dans ses premiers jours? Et question de Lohan 102. Est-il préférable que le papa prenne une partie de ses congés les jours d'hospitalisation ou plutôt une fois au retour à domicile? Alors, la place du papa, elle est essentielle. Voilà, elle est essentielle de toute façon. C'est un bébé qui arrive dans un couple en général. Voilà. Donc, tant qu'il peut profiter des premiers moments, des premières journées, faire connaissance avec son bébé, c'est toujours mieux. Partager ces premiers instants, c'est vraiment important. Le papa, il a justement toute sa place d'accompagnement, de relais, pour rassurer la maman, pour l'accompagner, pour apporter ses idées à lui qui vont être différentes de celles de la maman. Voilà. Donc oui, la place du père, elle est essentielle. Donc à part l'allaiter, il peut absolument tout faire. Tout faire. Voilà. Exactement. Voilà. Au contraire, il est bien invité. Le petit nouveau-né est nécessairement nursé par sa maman. C'est biologique. Et donc le papa, il va nurser la maman pour lui faciliter la vie, pour lui rendre la vie plus douce et plus agréable. On va dire ça comme ça. Et vous diriez qu'il doit être plutôt présent pour le retour à la maison ou pendant l'hospitalisation? Oui. Retour à la maison. Plutôt le retour à la maison. Ouais. Alors après, il y a des mamans en maternité qui ont déjà vraiment besoin du compagnon à côté de soi parce que ça les rassure. Donc ça, il faut pouvoir demander à la maternité où la maman est si le papa peut rester. Je conseille la deuxième nuit.
Parce que la première nuit, papa il est très fatigué, donc s'il reste à la maternité, il va dormir à la maternité, c'est pas très utile. Il vaut mieux qu'il aille récupérer, qu'il revienne en pleine forme. Et la deuxième nuit, il va pouvoir faire un relais auprès de la maman. Mais si la maman n'a pas vraiment d'intérêt, de besoin, etc., privilégier le retour à la maison, oui. Où là, elle va être où elle va vraiment en avoir besoin. Elle va vraiment avoir beaucoup de choses à faire. Toute seule dans le grand bain. Oui. Alors, question d'anonyme, quelles sont les règles pour réussir le sevrage de l'allaitement en termes de durée, de rythme? Alors déjà, il faut en avoir envie. Je dirais que la première règle, c'est d'être prête à faire ça. Décider. Voilà, parce que si vous n'êtes pas prête, si vous n'êtes pas décidée, ça va être très compliqué. Parce que votre enfant, il ne va pas être prêt non plus. Ça ne marchera pas. Voilà, donc la première recette, c'est celle-là. Alors après, mécaniquement parlant, on va dire qu'on va remplacer une tétée par un biberon. On va proposer déjà un premier biberon, regarder comment ça se passe, si ce premier biberon est accepté ou pas, bien vécu par l'un et l'autre. Le lendemain, on peut réitérer, etc. Mais vraiment, la meilleure des recettes, c'est d'être prête à ça, en fait. Voilà. C'est d'ailleurs l'occasion de faire intervenir le papa, parce que si c'est la maman allaitante qui donne le biberon, ça va très mal marcher. Des fois, c'est compliqué, le bébé va aller chercher, il va aller chercher les seins, il ne va pas comprendre que c'est que cette mauvaise blague. Ah, mais il y en a qui se mettent en grève de la faim pendant 12 heures. Oui. Et qui restent, qui refusent de prendre quoi que ce soit. Et alors, vous conseillez d'attendre le dernier moment, c'est-à-dire la reprise du travail, ou bien d'essayer de faire ça en douceur, en s'y prenant à l'avance? Il faut anticiper quand même. Alors, malheureusement, on reprend très vite le travail en France. C'est un temps vraiment très court, le congé maternité. Donc, on a à peine mis l'allaitement en place qu'il faut déjà imaginer le sevrage. En France, c'est vraiment pas sympa. Tout en disant que c'est recommandé d'allaiter jusqu'à 6 mois. Voilà. Je ne sais pas très bien la logique de la chose. Au bout de 2 mois et demi. Voilà. Donc si on peut tirer et garder son lait et continuer de donner au moins du lait en biberon, mais de son lait, c'est encore mieux si c'est possible. C'est le même goût. Voilà, ça rend les choses un petit peu plus faciles, mais il faut quand même anticiper ce moment-là pour ne pas se retrouver dans une situation de stress. Je reprends dans 3 jours, qu'est-ce que je vais faire parce que là, tout le monde va être stressé et forcément, ça ne va pas bien se passer. Donc on anticipe. Alors, il y a une question là, qui rebondit sur ce que vous venez de dire sur le rôle du papa. À la maternité d'Anthony, donc où vous exercez tous les deux, le papa peut-il rester la nuit pour accompagner la maman? Oui, il faut qu'il nous le demande. Voilà. Sauf en chambre double. Voilà, il faut que la maman soit en chambre seule. Bien sûr. Parce que s'il y a une autre maman à côté, on ne va pas faire dormir les papas au milieu. Ça, voilà. Mais oui, en chambre seule, oui, sans problème. Alors, question de Sacha. Bonjour, à quel âge bébé fait-il ses dents et à quel âge commencer les petits pots? Alors, les dents, on dit quoi? C'est une moyenne de 4 à 6 mois. Enfin, c'est très variable. Entre 4 mois et 1 an. Voilà. Donc, le cas extrême, c'est la naissance du bébé avec 2 dents. On en a eu il y a 15 jours, 2 petites dents à la naissance. C'est vrai? Voilà, mais ça, c'est la barrière. Voilà. Après, ça peut aller jusqu'à 1 an, la première dent. Voilà. Alors, souvent, entre 4 et 6 mois, ils commencent à sortir des petites quenottes. Voilà. Et on commence aussitôt les petits pots, dès qu'il y a des dents ou non? Il n'y a pas de... Alors déjà, un enfant qui a des dents à 1 an, on va commencer les petits pots avant, de toute façon. En fait, c'est pas l'apparition des dents qui donne le rythme du changement de l'alimentation. Et du coup, pour les petits pots, vous diriez quel âge? C'est rarement avant 6 mois. On peut commencer entre 4 et 6 mois. Voilà. Mais il n'y a vraiment pas d'urgence. On sait quand même pertinemment qu'un bébé, ça boit du lait jusqu'à 6 mois. Ça peut ne boire que du lait jusqu'à 6 mois et surtout du lait jusqu'à 1 an. Voilà. D'accord. Alors, Sarah a sa fille de 15 jours qui a le hoquet après chaque biberon et qui se demande si c'est normal. Elle devait l'avoir aussi dans le ventre, en fait. Ça se trouve, Sarah, elle identifiait peut-être pas forcément, mais un soubresaut dans le ventre régulièrement, en fait, c'était déjà ça. Voilà. Pas grave. Donc c'est juste un bébé sans danger. Voilà, un bébé qui a le hoquet, qui fait très bien sa vie avec et qui est capable de s'endormir avec. Voilà. Ça ne les dérange pas plus que ça, les bébés le hoquet, en fait. On s'en fiche. Alors, est-ce normal que mon bébé régurgite après les tétées? Elle précise qu'elle l'allaite. C'est une anonyme et on comprend pourquoi, parce qu'après elle ajoute « Ma belle-mère me dit que mon lait n'est pas bon ». Les belles-mères. Bon. C'est très dur. Il n'y a pas de lait pas bon. Est-ce que la belle-mère a raison? Est-ce que le lait n'est pas bon? Si elle régurgite après les tétées, c'est qu'elle est bien remplie, c'est que c'est un bon allaitement. Bravo. Donc la belle-mère a tort, c'est que tout se passe bien. Il n'y a pas de mauvais lait. Non, ça n'existe pas. Il y a des mauvaises belles-mères. Il y a des elle essaye de trouver une place. Alors, on va être gentil.
Une autre question de Tanit qui était déjà présente tout à l'heure. Comment choisir les produits de toilette de bébé? Il y a tellement de marques et de produits qu'on se sent perdu. Ça, c'est vrai que ça, je suis d'accord. C'est très très vaste. Hein, donc, déjà, aller au plus simple. Alors, déjà, est-ce qu'on a besoin de tant de produits que ça? Déjà, regardez les listes fournies par 60 millions de consommateurs pour éliminer tous ceux qui contiennent des produits toxiques. Ouais, il reste déjà pour commencer, ça en élimine pas mal, même s'ils se dépêchent de se rattraper. Hein, et les produits les plus simples sont par définition à retenir. Voilà. On privilégie vraiment la simplicité. Il y a besoin de très peu de choses, en fait. Qui a fait ses preuves depuis des années. Besoin de très peu de choses. Alors, je vais accoucher à Antony, dit la prochaine internaute. J'ai déjà une fille de 2 ans. Est-ce qu'elle sera autorisée à venir me rendre visite? Oui, ensuite de couche, avec plaisir. Au contraire, on peut même prévoir le bain de son petit frère ou de sa petite sœur et le faire quand la grande sœur sera là, des choses comme ça. Le massage qu'on fait au 2e jour. Pour l'impliquer. Voilà, si elle a envie de... et si elle est malade, on freinera peut-être les visites si elle n'est pas en chambre seule. Oui. Parce que si elle est en chambre seule, c'est comme à la maison. Exactement. Le risque ne concerne que la famille. Alors, Tipiu voudrait savoir si on peut se passer d'une poussette et utiliser à la place le portage ou s'il faut quand même les deux pour alterner. Le portage, c'est vraiment l'idéal. On peut allègrement se passer d'une poussette. Oui. On n'a plus besoin de rien acheter. On peut faire des économies. Mais surtout quand on habite en ville, la poussette, c'est vrai qu'elle premièrement, pas toujours pratique. Le bébé circule au niveau des pots d'échappement, ce qui est vraiment pas une très bonne idée. Et deuxièmement, on a du mal à passer parce que les trottoirs sont peu praticables. Hein. Dans les transports en commun, c'est un peu... Puis on ne craint plus les escaliers. Puis, Donc si on peut... c'est très confortable pour le bébé, c'est très confortable pour le bébé, pour la maman. et c'est très confortable pour la maman. Et jusqu'à quel âge on peut faire ça? Demandez aux Africaines. Tant qu'on peut le porter, en gros. Le portage peut évoluer. Hein. Le portage ventral peut passer en latéral, en dorsal. Alors oui, on voit beaucoup, notamment en Afrique, de portage dorsal. Oui. Ça, c'est le portage à l'africaine. Et ça, c'est si on a envie... Mais les mamans africaines ont une anatomie qui favorise ça. Oui, c'est ça. Tout le monde ne peut pas. C'est pas toujours évident. En plus d'installer le bébé dans le dos. Il ne faut pas hésiter à aller sur les sites de portage et même aller voir à des formations. Il y a des ateliers. Il y a des ateliers de plus en plus maintenant d'ateliers. Alors Rachel voudrait savoir à quel âge le bébé dit ses premiers mots et est-ce qu'une fausse route peut provoquer des retards de développement plus tard? Alors, je vais répondre à la deuxième question. Oui. Alors, une fausse route, si c'est un accident grave qui conduit à l'hôpital, parce qu'il y a eu étouffement, donc manque d'oxygène, oui, ça peut avoir des conséquences. Voilà. Mais une fausse route légère... Mais un bébé qui tousse, qui devient tout rouge et qui recrache, non. Aucune séquelle. Il n'y a pas de raison. Et alors, les premiers mots, à quel âge? Les premiers mots, qu'est-ce que c'est les premiers mots? Les premiers balbutiements, le premier maman, le premier papa, je ne sais pas. C'est souvent, ils commencent par dire papa, c'est très injuste d'ailleurs, j'ai trouvé. Parce que... je sais pas. C'est plus facile, je crois. Oui, ça doit être ça. Alors, il ne faut surtout pas se dire qu'il faut qu'il y ait des premiers mots avant tel âge, parce que ça va stresser toutes les mamans qui ne les ont pas. Donc, il y a des enfants très, très précoces qui baragouinent beaucoup de choses très vite, dès 1 an et demi. Ils commencent déjà à raconter plein de choses. Et puis d'autres, ils attendent 3 ans pour commencer à parler. Ils engrangent, ils emmagasinent plein de sons, plein de mots. Et puis hop, ils finissent par tout sortir dès qu'ils arrivent à l'école. Donc voilà. Donc pas de moyenne, pas de délai, mieux vaut pas stresser les mamans là-dessus. Voilà. De toute façon, ils communiquent. Ils se font comprendre. Et voilà. L'important, c'est qu'il y ait une interaction. Voilà. D'accord. Alors une question qui sera probablement la dernière, vu que l'heure est déjà écoulée. Et oui. Ce sera Flo. Vous dites que le congé maternité est trop court. Est-ce que vous conseillez de prendre un congé parental de 6 mois? Alors, en admettant que ce soit possible. Voilà, c'est-à-dire qu'après, il y a le côté financier. Si on peut s'arrêter et rester le plus longtemps possible avec son bébé et qu'on en a envie, oui, forcément. Il faut que la maman en ait envie aussi. Attention, il y a des mamans qui ont vraiment envie de retourner au boulot et c'est pas leur truc de rester à la maison. Très bien. Ça ne fait pas d'elle des mauvaises mères pour autant, pas du tout. Ça fera des très bonnes mamans qui seront très claires dans leur tête et qui seront très bien à la maison quand elles y seront. Si la maman a envie et qu'elle peut financièrement parlant, oui, c'est d'autant mieux d'accompagner son bébé le plus longtemps possible, forcément.
Bon, il faut savoir que le temps qu'on donne à un bébé dans les premiers temps de sa vie, ça prépare toute l'existence. Et en particulier, l'adolescence se prépare à la maternité. Hein. Donc si on veut avoir une vie sereine avec un bébé bien grandi, c'est au départ qu'il faut investir. Il faut l'accompagner, il faut lui donner confiance au départ. Oui. Eh bien, ce sera une belle façon de conclure. Donc un petit mot de la fin à tous les deux. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions. En tout cas, vous en avez traité 50, ce qui est beaucoup, voilà. Et je crois que ça balayait pas mal de préoccupations. Le petit mot, c'est qu'il faut faire confiance aux bébés. Les bébés sont programmés pour la vie, ils savent ce dont ils ont besoin. Et la plus belle chose que puissent faire des parents, c'est se mettre à disposition du bébé dans les premiers temps. Et vraiment, ça amène beaucoup de sérénité. Un bébé tranquille, ça se gagne comme ça. Puis il faut se faire confiance, en fait. On a l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui sont assez démunis, mais en fait, ils ont déjà les réponses en eux. Faites-vous confiance. Voilà, on fait confiance au bébé, on se fait confiance. Voilà, et prenez les bonnes idées de chacun et laissez de côté les idées qui ne vous plaisent pas. Voilà. Ouais, suivre son instinct aussi, parce que souvent, on sait arrêtez de se poser trop de questions. Ouais. Il y a déjà eu 50, ça suffit. Voilà. Déjà bien. Bon, eh bien, merci beaucoup à tous les deux et à bientôt peut-être sur un prochain live chat. Ça marche.